Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. La situation sécuritaire en Syrie a provoqué un nouveau flux de déplacés en direction du Liban, notamment vers le Akkar et Tripoli. Le Mohafez du Akkar, Imad Labaki, dénombre 1476 familles qui ont été déplacées vers la Syrie en direction du Akkar. La majorité des déplacés sont des Alaouites et certains sont des Libanais qui ont traversé illégalement et ont pris refuge dans des villages alaouites, dans des mosquées et dans des maisons, a souligné Labaki. La situation sécuritaire est stable jusqu'à nouvel ordre, a expliqué le Mohafez. Il a ajouté qu'il n'y a pas de danger car la majorité des personnes déplacées ont fui car elles craignent pour leur vie. La PNUD, ou plutôt le PNUD, la Croix-Rouge et d'autres organisations ont été sollicités pour contribuer aux efforts déployés pour apporter de l'aide aux déplacés. Et parallèlement à cette situation des déplacés justement au Liban, côté syrien, beaucoup de minorités se sentent menacées, ont fui les zones de combat. Par ailleurs, le ministère de la Défense syrien a annoncé la fin avec succès de l'opération militaire lancée dans l'ouest du pays. Une opération marquée par une intense violence et de lourdes pertes humaines. Après plusieurs jours de combats sanglants, le porte-parole du ministère de la Défense, Hassan Abdelghani, a déclaré que l'armée avait atteint tous ses objectifs. Les forces de sécurité auraient réussi à repousser les derniers partisans du régime déchu de Bachar el-Assad, évitant de nouvelles attaques contre les infrastructures stratégiques. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan est lourd, près de 500 morts parmi les combattants des deux camps, mais le chiffre le plus alarmant reste le nombre de civils tués. Près d'un millier de personnes, majoritairement issues de la communauté alaouite, ont été exécutées dans ce qui est décrit comme une véritable opération de nettoyage ethnique. Le ministère a également précisé que les forces de sécurité avaient pu sécuriser les principales routes et éloigner les derniers assaillants des zones stratégiques. Ces violences sont les plus graves depuis la prise du pouvoir le 8 décembre dernier par la coalition islamiste qui a déposé Bachar el-Assad. Dans ce contexte de tensions croissantes en Syrie, l'Iran a formellement démenti toute implication dans les récentes violences qui ont secoué le pays. Lors d'un point de presse à Téhéran, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baghai, a fermement rejeté les accusations circulant dans certains médias qui laissent entendre que l'Iran et ses alliés régionaux auraient joué un rôle dans ces violences. Cette accusation est totalement ridicule, pointer du doigt l'Iran et les amis de l'Iran est une erreur et cela est totalement trompeur, a affirmé Baghai. Téhéran a condamné les attaques visant certaines minorités en Syrie, mais a précisé n'avoir aucun lien avec le nouveau régime syrien. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran n'avait aucune relation avec le gouvernement syrien actuel et qu'il se contentait d'observer la situation de loin. Nous n'avons aucune relation avec le gouvernement syrien actuel et nous ne sommes pas pressés à ce sujet, a souligné Araghchi. L'attitude de l'Iran dans ce contexte suscite de nombreuses interrogations quant à l'avenir des relations entre Téhéran et le nouveau pouvoir syrien. La situation humanitaire à Gaza devient de plus en plus critique. Plusieurs gouvernements et ONG ont lancé des avertissements mettant en garde contre un risque imminent de pénurie alimentaire en raison du blocage de l'aide humanitaire par Israël. Une crise qui s'aggrave également avec la coupure de l'électricité dans le territoire palestinien. En effet, depuis maintenant 9 jours, l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza est pratiquement à l'arrêt. Conséquence, les stocks de nourriture s'épuisent rapidement, menaçant la population locale de famine. À Gaza, la mer est là, mais les bateaux ne naviguent plus. Privés de leur embarcation, détruite par la guerre, certains pêcheurs comme Khaled Habib redoublent l'ingéniosité pour continuer à survivre. Son idée, transformer une vieille porte de réfrigérateur en planche de paddle pour pêcher dans le port. Avec des matériaux de récupération, de liège pour la flottaison, de bois pour la stabilité et une pagaie improvisée. Il parvient à ramener de quoi nourrir sa famille et aider les blessés en vendant du poisson à bas prix. Mais des restrictions restent sévères. Interdiction de sortir du port sous peine de tir de la marine israélienne. D'autres pêcheurs suivent son exemple et au-delà de la survie,
Cette initiative permet aussi aux jeunes d'apprendre à nager et à naviguer. Dans un territoire où chaque ressource est précieuse, l'ingéniosité devient une arme face à l'adversité. Entre-temps, les négociations entre Israël et le Hamas ont repris. Une délégation israélienne est arrivée dans la capitale qatari pour tenter de prolonger la trêve à Gaza malgré des désaccords persistants entre les deux camps. C'est à l'invitation des médiateurs soutenus par les États-Unis qu'Israël a accepté d'envoyer une délégation à Doha. Objectif, tenter de faire avancer les négociations sur une nouvelle phase de la trêve à Gaza. Le gouvernement israélien avait affirmé à maintes reprises sa détermination à parvenir à une solution durable, tout en exigeant la démilitarisation totale de Gaza et le retour de tous les otages. En contrepartie, le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent, le retrait total d'Israël de Gaza et la libération des prisonniers encore détenus. Dans ce contexte de tension, les États-Unis jouent un rôle clé dans la médiation. L'envoyé spécial américain Adam Boehler s'est dit optimiste quant à la libération des otages dans les semaines à venir. Or, les divergences profondes entre Israël et le Hamas compliquent la conclusion d'un accord durable. Tournant diplomatique potentiel dans le conflit en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky est arrivé en Arabie Saoudite à la veille de discussions cruciales avec une délégation américaine sur un possible accord de paix avec la Russie. Ces négociations prévues demain à Jeddah pourraient marquer un tournant majeur après plus de 3 ans de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev recherche la paix depuis le premier jour du conflit. Selon lui, la Russie est la seule raison pour laquelle la guerre se poursuit. Sur ce, les discours en Arabie Saoudite sont très attendus. Elles interviennent après une série de tensions entre Washington et Kiev, exacerbées par une visite mouvementée de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février. Donald Trump avait alors suspendu l'aide militaire américaine et les échanges de renseignements, exigeant une ouverture de Kiev et des négociations directes avec Moscou. Le Kremlin, de son côté, reste prudent. Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a affirmé que la balle est désormais dans le camp ukrainien. La réunion de mardi réunira des hauts responsables des deux camps ukrainiens et américains, notamment le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, l'émissaire Steve Witkoff et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Un point de blocage majeur reste l'exploitation des ressources minières ukrainiennes par les États-Unis, une condition posée par Donald Trump pour poursuivre l'aide militaire. Kiev n'a pas encore donné son accord sur ce sujet. Il y a 5 ans, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Covid-19 comme une pandémie. Bien que l'OMS ait déclaré une urgence internationale, les gouvernements ont tardé à prendre des mesures drastiques comme le confinement et les campagnes de vaccination. Depuis, le Covid-19 a causé des millions de morts et bouleversé l'économie mondiale. Et pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, les États membres de l'OMS travaillent depuis 2021 sur un accord international contraignant sur la prévention et la préparation aux pandémies. Une dernière session de négociation est prévue en avril 2025 pour finaliser cet accord avant l'Assemblée mondiale de la santé en mai prochain. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.